Binta Diallo, vous recevez ce soir Monsieur Daouda Tall, c'est à vous. Daouda Tall, Cherif Diop, merci, éditorialiste et consultant. Il est également diplômé en sciences po. Bonsoir Monsieur Tall. Bonsoir Binta, bonsoir Barthélémy. Bonsoir Barthélémy. Oui, bonsoir Binta Diallo. Alors la dernière info, c'est bien entendu la sortie de la plaignante Adji Sarr, du nom de la jeune dame qui avait quand même accusé Ousmane Sonko de viol. Aujourd'hui, quelle lecture faut-il en faire? D'autant plus que dès les premières heures des accusations, on avait parlé de complot politique. Oui, bon, je pense que déjà, on a une nouvelle tournure, on va dire. En tout cas, des éléments qui sont nouveaux. Le premier élément nouveau, c'est qu'on met cette fois-ci un visage sur la supposée victime, je dis bien la présumée victime, on va dire, entre guillemets. Donc on met un visage et une voix. Donc elle parle de l'affaire pour la première fois. Donc c'est sûr qu'il y a quelques enseignements à en tirer, mais moi, de manière très, très brève, puisque l'affaire est en justice, bien entendu, ce que je note, c'est qu'il y a, dans un premier temps, une volonté de disculper tous ceux qui avaient été cités comme dans le supposé complot, tous ceux qui avaient été cités c'est-à-dire ceux qui l'avaient accompagné, ceux qui l'accusent en tout cas de comploter, pensent qu'elle a été soutenue par un certain nombre de personnes. Donc là, elle sort pour disculper tout cela. Et une information majeure quand même, c'est qu'elle disculpe également le président de la République qui avait été cité aussi par Ousmane Sonko dans le cadre de ce complot supposé. Maintenant, bon, moi je ne suis pas là pour juger, bien entendu, je suis là pour faire une analyse simplement. Et je pense que l'autre chose qu'on peut en tirer, l'autre analyse, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une médiation déjà qui se fait avec les chefs religieux. Donc il faut aussi écouter ces chefs religieux-là. La dimension de la médiation, elle est plus globale que l'affaire elle-même, bien entendu. Mais je pense qu'il faut appeler à l'apaisement, tout simplement, laisser la justice faire son travail, parce que je pense que quelqu'un qui ne veut pas être jugé, quelqu'un qui ne veut pas répondre à la justice, ne prend pas d'avocat. Ousmane Sonko a ses avocats, il a sa ligne de défense, et, il parle d'un complot, et puis il a ses éléments qu'il pourra mettre sur la table le moment venu. Certainement, pourquoi nous avons juste voulu rester dans la forme de cette affaire-là. Cette affaire aussi qui a quand même suscité un déclic du côté de l'opposition. On a vu que tout de suite après, l'opposition s'est organisée pour, dit-elle, faire face à Macky Sall, parce qu'il semblerait que le président était dans une posture de les éliminer politiquement. Oui, je pense que cette affaire, effectivement, c'est un élément qui a fait déborder le vase, on va dire, quelque part. Parce qu'il y avait un certain mécontentement, bien entendu, dû à plusieurs facteurs. Déjà, l'emploi, l'économie. Bon, on est dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan Sénégal émergent, où il y a eu une première phase, le PAP 1, et ensuite le PAP 2. PAP 2 qui s'est poursuivi, et à un moment donné, il y a eu cette fameuse pandémie. Donc, ils ont réajusté PAP 2A. Et maintenant, la grande question à se poser, c'est de ce point de vue, sur le plan de développement, tout simplement, est-ce que, finalement, la mise en œuvre du plan Sénégal émergent depuis 2014 jusqu'à maintenant, est-ce qu'on peut sentir les effets? Parce qu'il y a eu une croissance moyenne de mémoire de 6,4 entre 2015 et 2019. Donc c'est une bonne croissance. Maintenant, est-ce que cette croissance-là a servi à grand-chose en termes d'emploi, en termes d'amélioration des conditions de vie des populations? Là, clairement, on est mitigé en termes de réponse. Il est clair que la croissance n'a pas eu les impacts escomptés, même si c'était une croissance qui était remarquable, puisqu'elle était de l'ordre d'une moyenne de 6,4. Donc ça nous fait dire une chose, c'est que la mise en œuvre des politiques publiques doit répondre à un seul... un objectif préalable.
un objectif primordial, on va dire même. Cet objectif, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations, en termes d'accès aux soins, en termes d'éducation, en termes d'emploi, etc. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait des investissements en masse, de manière massive, sans qu'on soit sûr que les impacts sont là. Vous avez glissé sur le volet économique. Moi, je vous ai posé une question sur cette union sacrée de l'opposition. Alors, l'union sacrée de l'opposition, c'est un petit peu lié. Pourquoi? Parce que, bien entendu, si l'opposition a le vent en poupe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des difficultés économiques. Mais je vais aussi répondre sur ce volet-là. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a un certain renouveau qui se fait au niveau, d'abord, de la classe politique, une certaine dynamique nouvelle qu'on a constatée avec les événements qu'on a tous vus. Hein. Donc il y a une certaine recomposition politique qui était déjà en marche, parce que, rappelons-le, il y a eu des départs dans le dernier gouvernement, des ténors qui étaient du camp du président Macky Sall. Ceux-là, on ne sait pas s'ils vont aller dans l'opposition ou pas, probablement. Rien n'est impossible en politique. Maintenant, on sait aussi que ceux qui étaient là, l'opposition qui était un petit peu dormante s'est réveillée avec ces événements qu'on a connus. Et aussi, il y a une certaine société civile. Et moi, j'ai toujours cru que les mouvements citoyens, la société civile, aujourd'hui, tirent les partis politiques. Et ça, on ne le constate pas qu'au Sénégal, dans plusieurs pays. Donc les politiciens ont perdu de la légitimité absolue dont ils bénéficiaient de la part des populations, puisque depuis 60 ans, les politiques publiques ne marchent pas tellement, et donc il y a une certaine société civile qui tire maintenant les politiques. Est-ce que c'est possible aujourd'hui que l'opposition s'unisse? Alors, l'union de l'opposition, c'est possible, mais ça dépend dans quel cadre. Parce qu'on l'a vu, il y a eu d'abord plusieurs unions d'unité, mais ça n'a mené à rien du tout. Moi, je vais vous dire, l'union de l'opposition, elle ne peut être que circonstancielle. C'est-à-dire qu'on s'unit pour des luttes données. Mais une union de l'opposition pour des échéances électorales, ça, je n'y crois absolument pas. Pourquoi? Je n'y crois pas parce que, d'ailleurs, c'est même pas logique. La démocratie, c'est la diversité des idées, des programmes, etc. Vous ne pouvez pas me dire que l'ensemble des leaders politiques aujourd'hui qui sont sur la scène politique sénégalaise pensent la même chose, ont la même ambition pour développer le pays en matière dans les politiques publiques. C'est impossible. Ça serait une union de façade. Ça serait une union opportuniste pour aller ensemble vers des élections. Ils peuvent faire du tous contre un, non? Non, je n'y crois pas pour des élections. Par contre, ce qui est une très bonne chose, c'est le fait de s'unir pour renforcer la démocratie. Parce que s'il n'y a pas opposition, il n'y a pas de démocratie. C'est un fait. Et donc, s'unir pour surveiller les politiques publiques qui se font en face, pour protéger la démocratie, ça c'est une excellente chose. Et je pense que l'union qu'on constate aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se passer. Mais ça ne va pas se prolonger vers des élections. Est-ce que la démocratie quand même en a pris, ou bien a pris un sacré coup sous Macky Sall? Est-ce que vous le pensez? Bon, moi, je pense qu'il y a encore des efforts à faire en matière de démocratie, bien entendu, au Sénégal et partout ailleurs en Afrique d'ailleurs. Nous n'avons pas achevé le processus de construction de la démocratie, parce que l'erreur qu'on a toujours fait aussi, c'est de dire le pouvoir gouverne, l'opposition s'oppose. Mais pourquoi on le répète partout, mais pour quelle raison? Le pouvoir gouverne, d'accord, mais l'opposition aussi peut avoir un regard sur les politiques publiques qui sont menées. Je pense que ça, c'est une grande erreur, parce que ça crée une ligne de démarcation entre le pouvoir et l'opposition. Nous, on gouverne, on est à l'aise, on fait ce qu'on a à faire. Vous vous opposez et vous n'avez rien à dire sur ce qu'on est en train de faire. Le jour où vous avez le pouvoir, là, vous pourrez exercer le pouvoir. Non, ça ne marche pas comme ça. Une république, c'est un dialogue permanent sur les politiques publiques, sur l'ensemble des questions qui intéressent la nation. Et donc la démocratie... Il y a quand même eu le dialogue politique et le dialogue national. Oui, il y a eu le dialogue politique et le dialogue national. Mais vous savez, moi j'ai travaillé pour une chaîne panafricaine internationale où j'analysais la politique dans plusieurs pays. Dialogue politique, en général, c'était dans les pays où il y a une crise.
Par exemple, vous allez dans un certain nombre de pays, RDC, etc., où on constate des crises véritablement. Et là, il y a un dialogue politique qui se met en route. Le Burundi, bon, voilà, dans plusieurs pays, et même la Libye aussi, pour des causes liées au terrorisme, etc. Mais le dialogue politique en temps de paix, sans qu'il y ait une crise majeure, je pense que ce dialogue est arrivé trop tôt. C'est maintenant qu'il aurait un sens. Aujourd'hui même. C'est là, parce que là, il y a une vraie crise. Il y a une crise au niveau des libertés, parce que l'opposition décrit le fait de ne pas pouvoir manifester. Il y a une crise économique, il y a différentes crises qui sont là. Mais et là, il faut aller vers le dialogue. Aussi, ça peut permettre aussi de désamorcer d'éventuelles crises. Sur la base du fichier électoral, par exemple. Je prends l'exemple du fichier électoral, c'est un désaccord total. Ça peut permettre d'arrondir les angles et de tomber d'accord sur quelque chose. Tout à fait, Barthélemy. Mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? C'est que les élections sont reportées. Les élections ne se tiennent pas à bonne date. Alors qu'en matière de démocratie, le respect de la Constitution, du calendrier électoral est fondamental. Donc si ce dialogue-là n'a pas permis le respect du calendrier électoral, ça veut dire qu'il faut rentrer de manière inévitable vers un autre dialogue. Et celui-là, il aura encore plus de sens parce qu'il va permettre de régler les questions électorales, les questions liées aux libertés, les questions de démocratie et les questions économiques. Dialoguer encore. Il faut absolument dialoguer encore pour sortir de la crise. À mon avis, il va falloir créer des espaces de discussion entre le pouvoir et l'opposition. Ça va être difficile parce que si on ne le fait pas, si on va dans une élection et avec une forte adversité, ce qui risque de se passer, c'est de la violence encore. Encore de la violence et de la violence. On a entendu quand même la plateforme de l'opposition quand même dire, poser ses conditions, 10 points d'abord, et le président aussi a dit que personne ne peut me faire ce que moi je ne veux pas. Alors c'est un dialogue de sourds qui peut mener où? Non, je pense que personne ne peut me faire faire ce que je ne veux pas. Non, ça, je pense pas qu'il l'ait dit dans le sens de je suis le chef, je suis l'autorité et personne ne peut rien, puisqu'il a été élu par le peuple et les partis politiques et la société civile tirent leur légitimité du fait qu'ils représentent le peuple. Donc, ils ont leur mot à dire dans la gouvernance. Maintenant, je pense que c'est surtout pour dire, bon, s'il dit l'état de droit doit être respecté, on est d'accord, mais à une condition qu'il y ait une justice indépendante. Souvent, on dit la justice doit être indépendante. Oui, elle doit être indépendante, mais pas seulement. Elle doit être aussi impartiale. Et ce mot-là est très important. La justice on ne peut être indépendant dans le fonctionnement et ne pas être impartial. Donc la Constitution du Sénégal le précise dans son préambule, la justice doit être indépendante et impartiale. Et ça, c'est le chef de l'État qui doit être le garant. Justement, est-ce que la justice sénégalaise est indépendante et impartiale? Bon, à votre avis? Il est clair qu'en termes de perception aujourd'hui, lorsqu'on écoute les uns et les autres, on se rend compte qu'il n'y a pas un consensus pour dire que la justice est indépendante et impartiale. Si on écoute, on analyse, nous. Maintenant, je pense qu'il y a des efforts à faire à ce niveau-là, et puis surtout doter des moyens, donner des moyens à la justice. Ça, c'est très important. Lorsque vous voulez une justice indépendante et impartiale, il faut lui donner aussi des moyens. Regardez certaines enquêtes il peut y avoir des erreurs judiciaires, certaines enquêtes peuvent avoir des problèmes pour aboutir, parce que vous savez, les pays développés, par exemple, ils ont des moyens scientifiques, etc., qui permettent de réduire la marge d'erreur dans des affaires, par exemple, criminelles et autres. Aujourd'hui, on doit faire en sorte, de la même manière qu'on doit donner des moyens à l'éducation, aux écoles, la santé et aussi la justice, renforcer la justice, lui donner des moyens. Je pense que c'est ça qui va permettre d'avoir une justice indépendante. Elle a déjà assez de moyens quand même pour être indépendante. Non, je pense que je ne parle pas en termes de rémunération, etc. Ce dont je parle, c'est en termes d'organisation. Vous savez, le pouvoir judiciaire doit avoir plus de moyens pour mieux s'organiser. Les tribunaux, c'est-à-dire être dans des conditions de pouvoir instruire comme il faut, sans se tromper, parce qu'une justice qui se trompe, c'est terrible pour le citoyen. C'est la confiance qui s'effondre et on fait du tort aux citoyens. Oui. Donc si on n'a pas, vous vous doutez bien que la justice, par exemple aux États-Unis ou dans d'autres pays, les moyens ne sont pas les mêmes en matière d'enquête scientifique, etc. En matière d'organisation, est-ce qu'il y a assez de magistrats, par exemple? Ça aussi c'est une question. Combien de dossiers en moyenne gère un magistrat? Est-ce que l'organisation est-ce qu'on a les locaux, les tribunaux qu'il faut? Aujourd'hui, on en arrive à casser des tribunaux, ça veut bien dire ce que ça veut dire. En tout cas, il y a des leaders de l'opposition qui soutiennent que Macky Sall se serve de la justice
pour abattre, peut-être le terme est un peu fort, pour liquider ses adversaires politiques. Ils ont cité le cas de Khalifa Sall, Karim Wade. Aujourd'hui, entre guillemets, c'est Ousmane Sonko qui semble subir le même sort. Bon, moi, je pense que ce qui est bien, au moins, c'est d'avoir enlevé la charge de trouble public. Parce que trouble public, c'est là-dessus qu'on aurait pu voir qu'il y a une volonté de nuire à l'opposant, effectivement. Parce que trouble public, c'est un fourre-tout, quelque part. Lorsqu'on vous accuse de trouble public, bon, pour X choses, on le voit aussi dans d'autres pays africains. Et comme je vous dis, moi j'ai vu les dommages que ça a fait, ce type d'accusation, par rapport à des opposants, etc., dans d'autres pays. Donc ça, les charges qui ont été abandonnées, c'est une très bonne chose. Parce que là, il y avait suspicion, effectivement. Mais pour le reste, il faut que la justice, bien entendu, juge de manière impartiale et indépendante. Là-dessus, il faut aller vers une justice et que cette justice doit donner les garanties qu'il faut. Alors, l'opposition, quand même, avait toujours un problème de leadership et d'ego. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Ousmane Sonko peut fédérer cette opposition-là autour de sa personne? Il est clair que Ousmane Sonko a un potentiel qui est très impressionnant quelque part. Quand on voit comment il a émergé en peu de temps. Maintenant, de là à fédérer l'opposition, oui, autour d'un certain nombre de luttes, ça c'est possible. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs. C'est le déclic quelque part. Mais après, fédérer pour que tout le monde lui dise « vous êtes le pape ou vous êtes l'imam, on va aux élections et vous allez être devant », ça, je n'y crois absolument pas. Pourquoi pas? Non, parce que chacun a ses propres ambitions. Parce que chacun a ses propres ambitions et puis c'est même pas bon pour nous, c'est même pas bon pour les citoyens. C'est-à-dire, je veux dire, la diversité, ça offre des solutions. Juste avant cette affaire-là, on disait que Ousmane Sonko était le leader incontesté de l'opposition. Oui, alors le leader de l'opposition, bon, c'est soit celui qui a plus de députés. Le deuxième a rejoint le camp présidentiel. Voilà, et là-dessus, je pense qu'en termes de stratégie politique, si on analyse, à mon avis, bon, c'était un peu tôt, quelque part, par rapport, par exemple, à cette crise. Parce qu'il est clair que si Idrissa Seck était resté dans l'opposition encore, peut-être que, bon, je ne dirais pas qu'il effacerait Sonko, pas du tout, mais au moins, il y aurait, surtout d'un point de vue de l'international, parce que cette affaire-là a aussi été commentée beaucoup vers l'international, et l'idée, c'est de dire, on aurait pu dire, bon, il y a le chef de l'opposition, qui est dans l'opposition aussi et qui n'est pas forcément d'accord avec celui qui est arrivé troisième par rapport aux libertés, à la confiscation des libertés, etc., comme il le dit. Mais il y a eu un vide qui a laissé un boulevard, bien entendu, à Ousmane Sonko. Il l'utilise très bien et il a raison de le faire. Alors, tantôt vous aviez abordé l'aspect économique par rapport au pape Doza. Aujourd'hui, on a également vu qu'avec l'affaire Sonko, beaucoup de jeunes sont sortis pour réclamer de l'emploi. Et pour dire que nous sommes dans des conditions très précaires, nous voulons vraiment sortir de cette pauvreté. Et le président a dit qu'il les a entendus et déjà il a annoncé 350 milliards pour quand même accompagner les jeunes. Est-ce que vous pensez que ce sera la voie du salut? Bon, non, pas du tout. Pas seulement, en tout cas. C'est une bonne initiative de mettre de l'argent pour accompagner les jeunes, puisque les jeunes, c'est vraiment ce sont les jeunes qui sont au cœur du développement, bien entendu. Mais il faut dire que le développement, c'est pas qu'une question d'argent. Si c'était qu'une question d'argent, ça se saurait. C'est une question d'élaboration de politiques publiques, de bonnes politiques publiques, dont leur finalité, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est une bonne mise en œuvre des politiques publiques, avec des impacts qui peuvent être mesurés, et ça passera que par l'entrepreneuriat. Il ne faut pas qu'on s'y trompe. Le développement du Sénégal et de l'Afrique, partout, ça passera par l'entrepreneuriat. Si l'entrepreneuriat n'est pas renforcé, il ne peut pas y avoir de développement. Parce qu'on peut mettre des milliards, mais l'efficacité des politiques publiques, ça, c'est une grande question. Vous savez, moi, j'avais aussi... Bon, j'avais été au début coopté pour, sans aucune politique bien entendu, pour participer en 2013 à l'élaboration du plan Sénégal émergent dans un certain nombre d'ateliers et avec le cabinet McKinsey qui a monté ce plan. En 2013, c'était de manière très... au tout début, même les ministres n'étaient pas au courant puisque le séminaire gouvernemental, il est arrivé après que le projet ait été compilé de manière globale. Et ce que je veux dire par là, c'est que le cadrage
du PSE, s'il avait été bien compris par ceux qui le mettent en œuvre, notamment au niveau de l'administration, peut-être qu'il y aurait plus de résultats aujourd'hui. Mais parce que les populations se seraient appropriées de ce projet. Aujourd'hui, il y a un défaut d'appropriation du PSE, alors qu'on dit que c'est le référentiel unique des politiques publiques. Si vous faites mener des projets de développement pour les populations et que les populations ne se l'approprient pas, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Donc ce sont les experts, ceux qui sont capables, qui doivent être devant. On doit faire moins de politique et plus de développement. Mais lorsque vous voyez aujourd'hui ceux qui parlent du PSE, on se demande si ils en savent grand-chose finalement. Et donc si on dit PSE, c'est le camp présidentiel, donc l'opposition ne va pas adhérer. Donc vous ne pouvez pas mettre sur la touche presque la moitié de la population, la moitié des citoyens, alors que vous faites un projet, vous le menez pour eux. Donc il faut mettre, et c'est l'occasion, cette crise-là doit permettre des changements pour qu'il y ait des experts, des gens qui sont capables véritablement de mettre en œuvre de manière très efficace ce programme-là. Est-ce que cela n'est pas lié un peu à une politisation des politiques publiques? Mais tout à fait, une politisation des politiques publiques. C'est clair, lorsque si vous n'êtes pas membre d'un parti politique, vous ne pouvez pas avoir un poste, par exemple. La plupart du temps, il faut la confiance de celui qui nomme. Et la confiance de celui qui nomme, ça passe pas tout le temps, mais dans la grande majorité des cas, par l'adhésion au parti ou à la majorité. Donc ce genre il faut qu'il y ait des changements à ce niveau-là. Parce que moi, je suis sûr que ceux qui ont été à la base de ce programme-là, bon, il n'est pas parfait, c'est sûr, parce que voilà, on peut avoir à dire et à redire, mais au moins ceux qui l'ont conçu à la base, si c'est eux qui étaient devant et qui défendent le projet, qui le mettent en œuvre, je pense qu'il y aurait moins de problèmes aujourd'hui en termes d'efficacité. Voilà, donc je pense que ça c'est très important. Alors, vous avez dit tantôt, Daouda, qu'il faut entreprendre pour pouvoir faire face à l'emploi des jeunes. On a quand même vu que beaucoup d'argent ont été injectés pour financer les projets des jeunes. Et quand on dit entreprendre, on dit aussi que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. On parle d'une absence de formation et d'une absence d'employabilité. Aujourd'hui, on injecte beaucoup d'argent sans pouvoir évaluer. Est-ce que ça aussi, il ne faut pas revoir tout ça? Vous avez raison, Binta. Il faut non seulement évaluer, mais il faut harmoniser également. Toutes les initiatives qui existent, les harmoniser, et il faut évaluer. Mais évaluer, c'est aussi connaître les résultats. Mais ici, lorsqu'on évalue souvent et on dit on a créé 300 000 emplois, je donne un chiffre comme ça. On avait dit 500 000. Hein. Oui, 500 000 emplois. Mais c'est quoi ces emplois-là? Parfois, ce sont des emplois, lorsque vous construisez un stade, par exemple, dans le cadre des différents plans de développement, il y a le sport, il y a la culture, etc. Vous construisez un stade et vous créez des emplois. Puisque pendant la phase d'investissement, on crée des emplois. Mais lorsque le stade, la construction du stade, il est fini et elle est terminée, ou même la route, ces emplois retournent. Voilà, ce sont des chômeurs à nouveau. Et donc finalement, il faut qu'on étudie ce cycle-là. Est-ce qu'on ne devrait pas aller vers des emplois plus pérennes, de manière durable? Et c'est ça qui est important. Aussi. Pardon? La question des DAC, les domaines agricoles communautaires. C'est quand même terminé. Oui, voilà. Ça, c'est important. Mais bon, je pense qu'il y a une dynamique qui est là et qu'il faut renforcer. Et renforcer également son secteur privé aussi. Oui, le secteur privé, c'est très important. Et puis, essayer de diminuer l'adversité. Parce qu'un pays ne se développe pas lorsqu'il y a une forte adversité politique. C'est pas bon. Merci beaucoup, Daouda Tall. Merci, Binta. Éditorialiste, consultant et diplômé en sciences politiques. Merci, Barthélémy. Merci beaucoup, Binta Diallo. Merci également à notre invité, M. Tall. Merci beaucoup d'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.